Le dernier chapitre du cours est consacré à la contestation du jugement. Les voies de recours ordinaires contre le jugement sont bien connues, il s'agit de l'appel et de la cassation. Nous les étudierons dans 2 vidéos successives. Une 3e vidéo portera sur les voies de recours spécifiques. Voyons donc l'appel. L'appel a pour fonction principale de rejuger le litige. Mais il permet aussi de censurer les erreurs commises par les premiers juges et d'annuler, le cas échéant, leur jugement. Pour présenter cette voie de recours, nous délimiterons le champ de l'appel, nous préciserons ses modalités d'exercice et nous exposerons l'office du juge. Premier paragraphe, le champ de l'appel. L'appel est ouvert contre les jugements rendus en premier ressort, soit par les tribunaux administratifs, soit par les juridictions administratives spécialisées. La compétence d'appel a déjà été examinée. Nous avons vu que les cours administratifs d'appel sont les juges d'appel de droit commun pour les jugements rendus par les tribunaux administratifs, sauf lorsque le Conseil d'État dispose d'une compétence d'attribution. Le Conseil d'État est par ailleurs juge d'appel de droit commun pour les jugements rendus par les juridictions administratives spécialisées, sauf lorsqu'une juridiction spécialisée a une compétence d'attribution, ce qui est en pratique souvent le cas. L'existence d'un appel illustre le principe du double degré de juridiction. Mais il ne s'agit pas d'un principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a refusé cette qualification dans une décision du 12 février 2004. Il ne s'agit pas non plus d'un principe général du droit. Le Conseil d'État l'a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2003, l'arrêt Meillet. Cela signifie que le législateur et même le pouvoir réglementaire peuvent mettre de côté le principe du double degré de juridiction. Concrètement, cela signifie que l'appel peut être supprimé. Cette possibilité a été utilisée dans plusieurs hypothèses. C'est d'abord le cas pour certains jugements rendus par les tribunaux administratifs, qui sont alors rendus en premier et dernier ressort. Ils ne peuvent donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Cette suppression de l'appel, pour certains contentieux mineurs, est apparue avec le décret du 24 juin 2003 afin de désencombrer les cours administratifs d'appel. La liste des jugements concernés figure à l'article R 811-1 du Code de justice administrative, qui a été modifié à plusieurs reprises. On y trouve, par exemple, les jugements rendus en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques. On y trouve aussi les jugements relatifs au permis de conduire, les jugements relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel, ou encore, dernier exemple, les jugements en matière de responsabilité lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 €. C'est ensuite en matière de référé que l'appel a parfois été supprimé. Ainsi, les ordonnances rendues par un tribunal administratif dans le cadre du référé suspension peuvent seulement être contestées devant le Conseil d'État par un pourvoi en cassation. Il en va de même pour le référé mesure utile. Quelques chiffres sur la pratique. Le taux d'appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs est d'environ 20%. En d'autres termes, un jugement sur 5, seulement en moyenne, fait l'objet d'un appel devant une cour administrative d'appel. Voyons maintenant comment s'exerce ce recours. Grand 2, les modalités d'exercice de l'appel. L'appel n'est pas ouvert à quiconque. Il faut en tout premier lieu déterminer les personnes qui sont autorisées à interjeter appel contre un jugement. Le droit de faire appel appartient aux parties au procès de première instance. Il s'agit du demandeur, du défendeur et des éventuelles personnes appelées à la première instance qui ont obtenu la qualité de partie. Dans les contentieux triangulaires, dans lesquels une décision individuelle est contestée par un tiers, le bénéficiaire de la décision est partie en première instance et dispose donc du droit de faire appel, même s'il n'a produit aucun mémoire pendant la première instance. Le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 3 octobre 2008, l'arrêt Roche. Cependant, la qualité de partie ne suffit pas pour faire appel. Pour que l'appel soit recevable, l'appelant doit avoir un intérêt à contester le jugement rendu par les premiers juges. Cet intérêt est déterminé par rapport au dispositif du jugement
et non par rapport au motif. Ainsi, un jugement qui rejette la requête de l'administré ne peut pas être contesté par l'administration, quand bien même le motif du rejet n'est pas celui qui avait été soutenu par l'administration. Il existe toutefois une exception à cette règle. En cas de rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative, l'administration peut ici intenter un appel afin de revendiquer la compétence du juge administratif. Le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 17 juillet 2009, ministre de l'économie contre Becker. Le droit de faire appel est par ailleurs enfermé dans un délai. L'existence de ce délai vise à trouver un équilibre entre le droit de contester le jugement de première instance et le principe de sécurité juridique qui nécessite que le jugement devienne définitif et ne puisse plus être remis en cause. C'est l'article R 811-2 qui fixe le délai d'appel. Celui-ci est de 2 mois à compter de la notification du jugement de première instance aux parties. Il s'agit d'un délai franc qui se calcule de la même manière que le délai de recours contentieux. Ce délai de principe connaît toutefois des exceptions. En matière de référé, par exemple, le délai d'appel est de 15 jours, lorsque cet appel existe bien sûr. C'est le cas, par exemple, pour le référé liberté et pour les différents référés généraux non conditionnés par l'urgence, à savoir le référé constat, le référé expertise et le référé provision. Ces délais inférieurs doivent être mentionnés dans le jugement de première instance et s'ils ne le sont pas, c'est le délai de 2 mois qui va s'appliquer. S'agissant ensuite des règles de forme, la requête d'appel doit être accompagnée du jugement attaqué et doit contenir un exposé des faits et des moyens. Un simple renvoi à la requête de première instance est donc insuffisant, car la requête en appel doit contenir les moyens qui permettent au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs commises par les premiers juges. Le Conseil d'État l'a affirmé dans un arrêt du 11 juin 1999 au PHLM de Caen. S'agissant enfin du ministère d'avocat, celui-ci est en principe requis et les exceptions sont rares. On peut citer notamment l'article L 774-8 qui dispense d'avocats les appels en matière de contravention de grande voirie et l'article R 523-3 qui fait de même pour les appels contre les ordonnances du juge des référés liberté. Lorsqu'un appel est intenté par l'une des parties de première instance, conformément à l'ensemble des règles que l'on vient d'évoquer, il constitue un appel principal. Le dépôt de cet appel principal peut alors susciter, par la suite, la présentation d'un appel incident, sans condition de délai, par une autre partie. Il va s'agir pour cette partie, qui est donc défendeur d'un appel principal, de contester à son tour le jugement de première instance. Par exemple, dans le contentieux de la responsabilité, si le juge de première instance engage la responsabilité de l'administration, celle-ci peut interjeter appel pour contester sa responsabilité. Après avoir reçu notification de cet appel, l'administré peut décider de faire un appel incident par lequel il conteste à son tour le jugement initial, notamment l'indemnisation allouée par les premiers juges, afin de réclamer une indemnisation plus importante. En dernier lieu, il faut indiquer que l'appel n'a pas d'effet suspensif. Le jugement de première instance doit donc être exécuté quand bien même un appel serait intenté. Cependant, l'appelant peut, dans certains cas, demander un sursis à exécution du jugement de première instance. Les différentes possibilités sont prévues aux articles R 811-15 et suivants du Code de justice administrative. Par exemple, en cas d'appel contre un jugement qui prononce l'annulation d'un acte administratif, la demande peut être faite par le défendeur de la première instance et elle ne sera accueillie par le juge d'appel que si les moyens invoqués par l'appelant paraissent en l'état d'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions
à fin d'annulation qui ont été accueillis par ce jugement. Autrement dit, il ne suffit pas d'invoquer des moyens tirés de l'irrégularité du jugement de première instance, comme par exemple le manquement au principe d'impartialité. Il faut aussi invoquer des moyens qui permettent de rejeter la requête initiale, tendant à l'annulation de l'acte administratif. Autre hypothèse, en cas d'appel contre un jugement qui prononce une condamnation, l'appelant peut aussi faire une demande de sursis à exécution qui sera admise si l'exécution de ce jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Si les conditions sont remplies, le juge d'appel prononce alors le sursis à exécution du jugement. Cette suspension provisoire perdure jusqu'à ce que la juridiction d'appel se prononce sur l'appel. Venons-en à cette juridiction d'appel pour préciser son pouvoir. Donc, troisième paragraphe, l'office du juge d'appel. Le juge d'appel connaît de l'intégralité du litige. Il juge une seconde fois le litige. À ce titre, il constitue un juge du fond. Mais le juge d'appel ne peut statuer que dans les limites de l'appel dont il est saisi. S'agissant des conclusions portées devant lui, elles tendent à l'annulation du jugement au motif qu'il est irrégulier ou à la réformation du jugement au motif qu'il a mal jugé le litige. En vertu du principe d'immutabilité, ces conclusions ne peuvent être étendues après l'expiration du délai d'appel. S'agissant des moyens invoqués, le juge d'appel n'est saisi que des moyens repris devant lui et non pas de tous les moyens qui ont été soulevés en première instance. À ce sujet, l'appelant peut soulever en appel tous les moyens soulevés en première instance, mais il peut aussi soulever de nouveaux moyens, à condition néanmoins que ces moyens se rattachent aux mêmes causes juridiques que celles qui ont été ouvertes en première instance. Les moyens d'ordre public échappent à cette règle et peuvent, eux, être invoqués pour la première fois en appel. L'appelant peut aussi soulever des moyens dirigés contre le jugement lui-même. Il peut par exemple invoquer l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ou invoquer une erreur de droit ou une erreur d'appréciation de la part des juges de première instance afin de faire reconnaître que le jugement est mal fondé. En effet, le juge d'appel est un juge du fond, certes, mais il est saisi d'un jugement. C'est donc par l'intermédiaire de ce jugement qu'il réexamine le litige. Dès lors, deux possibilités apparaissent. Soit le jugement attaqué est irrégulier, car il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Le juge d'appel en prononce alors l'annulation, et il statue ensuite sur le fond du litige par la voie de l'évocation. La solution rendue par le juge d'appel sur le fond du litige pourra alors être la même que celle qui avait été retenue par les premiers juges. Ou bien, deuxième hypothèse, le jugement n'est pas irrégulier, ou son irrégularité n'a pas été contestée. Le juge d'appel statue alors dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sa mission consiste alors à rechercher si le jugement des premiers juges est bien ou mal fondé. Dans le cadre de cette mission, le juge d'appel peut être amené à confirmer le jugement dans tous ses éléments, motifs et dispositifs, à censurer ces motifs tout en confirmant le dispositif, après avoir alors ici procédé à une substitution de motifs, ou enfin, troisième résultat possible, le juge d'appel censure l'ensemble du jugement, à la fois dans ses motifs et à la fois dans son dispositif. Dans cette hypothèse, le juge d'appel prononce l'annulation du jugement et donne au litige une solution différente de celle retenue par les premiers juges. Selon le rapport public du Conseil d'État de 2017, dans 80% des cas, la Cour administrative d'appel confirme le jugement rendu en premier ressort.